Coucou tout le monde, comment ça va? Programme du jour, pas mal de crypto, comme d'habitude. On va surtout parler en fait de l'ambiance un peu nauséabonde, surtout du côté des ETF. On parlera aussi de manière un peu plus optimiste sur Hyperliquid. Et on parlera naturellement d'IA. Plus d'IA, je vais assumer vraiment le côté IA dans cette émission. Je vous envoie un peu le programme. En fait, on devrait avoir un retour de Claude Fable incessamment sous peu, potentiellement cette semaine, si vous m'écoutez lundi. On va avoir également un petit sujet philosophique sur IA d'entreprise centralisée et IA open source. On parlera également de ChatGPT 5.6 qui devrait arriver d'ici 1 ou 2 semaines, qui met la fessée à Claude, qu'on se le dise. On parlera également de DeepSeek DeepSpark qui est déjà disponible, qui est une résolution pour l'inférence, qui fonctionne aussi bien sur les modèles DeepSeek, Qwen et Gemma. Ça permet, entre parenthèses, de quasiment doubler la vitesse d'inférence, c'est-à-dire à produire du code sans effet négatif. Donc en fait, c'est que du bonus et ça remet beaucoup de choses en question, vous allez le voir. À côté de ça, moi, je me suis noté pas mal de choses, en fait, d'un point de vue macro IA. Et pourquoi j'ai envie d'assumer le côté IA sur cette émission? Parce que je pense qu'en fait, ça va se stabiliser. Ça va largement se stabiliser. Donc, c'est parti. Écoutez, commençons. Bon, déjà, je voulais vous en parler rapidement, mais Squid Router, que vous avez peut-être utilisé pour bridger des fonds, va lancer un jeton et il n'y aura pas d'airdrop. Donc voilà, les gens qui ont utilisé Squid Router en se disant, bon, peut-être qu'il y a un petit airdrop qui va tomber, désolé pour vous, il n'y aura pas d'airdrop. En fait, si jamais vous avez bien utilisé le protocole, vous aurez potentiellement la chance de pouvoir participer à une vente publique avec une FDV de 45 millions. Ce qui est franchement pas exceptionnel, surtout à comparer de la concurrence. Donc forcément, ils se sont fait pourrir sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez vous en douter. Et la vente publique va démarrer le 30 juin. Voilà, elle durera 72 heures. Et en fait, ceux qui voudront participer, ce sera que sous certaines conditions. Donc, il faut faire un espèce de KYC via Légion ou via Kraken, qui sont partenaires de Squid Router. Et donc, ouais, ils ont pris un peu la foudre sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais vous en parler rapidement, mais c'est pour vous montrer l'état du marché. En fait, moi, ce que j'ai comme habitude maintenant, c'est d'utiliser Surf AI quand j'ai besoin de... Non, AskSurf, pardon, c'est AskSurf. J'utilise AskSurf quand j'ai besoin de regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, je vais dans CryptoPulse. Et en fait, avant, il y avait tout le temps voilà les news crypto. Et là, en fait, franchement, c'est compliqué. La seule news crypto de la semaine, c'est Ansem, le créateur, l'influenceur Ansem, qui a sorti un meme coin à son nom, à quelques dizaines de millions de market cap. D'ailleurs, je sais même pas s'il est listé sur CoinGecko. Je pense pas que ce soit celui-là, non, je pense pas. Parce qu'il me semble que c'est un espèce de taureau. Bon, bref, je vais pas perdre mon temps avec ça. Mais vraiment, c'est très calme côté crypto. Côté prix, c'est pas la joie, on va pas se mentir. Hein. Bitcoin en dessous des 60 000, Ether en dessous des 1600, Solana qui bouge pas trop, Hyperliquid même qui est en mini-baisse. Voilà. Si on regarde du côté des revenus, c'est un peu comme d'hab, peut-être un peu moins de revenus du côté d'Hyperliquid. En scène de l'organisation 13. Alors j'ai la ref, mais non, du coup. Mais j'ai la ref et très belle ref. Kingdom Hearts, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, on parle d'un des meilleurs jeux vidéo de l'histoire de l'humanité. Kingdom Hearts 2 1, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3. Donc, ouais, Hyperliquid qui a une petite baisse de revenus, forcément le marché est un peu plus calmos, hein, même si lissé sur la semaine c'est ok. Du coup, PumpFun passe devant, et pour autant, même si PumpFun passe devant, le token, c'est pas trop ça. Bon, il se maintient, il est à 1004, quoi. Enfin, je dis 1004, 0,00 1480. Donc rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. D'ailleurs, on peut s'ouvrir TradingView, ça ne mange pas de pain. Tokenomics V3 d'AAV. Alors, je l'ai pas pensé plus que ça. Je t'avoue, je l'ai totalement survolé cette info-là. Donc, désolé de pas vous la couvrir pour le coup. Côté action, ça se calme un petit peu. Et en fait, on va faire un point après sur la partie macro, IA et tout. Mais juste, il y a moyen que le run IA se calme un peu beaucoup prochainement. C'est un ressenti que j'ai.
Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Où le capital va aller? J'ai pas la réponse à court terme, mais je vous dirais de faire attention. Parce que là, il y a un petit doute qui peut s'installer potentiellement. Donc du coup, ouais, je voulais vous montrer PumpFun. Pump USDT. Yo Crypto... Crypto Selecto, yo à tout le monde d'ailleurs. Hein. Voilà, donc PumpFun qui continue de creuser son trou. Voilà. D'ailleurs, attendez, laissez-moi changer de souris, j'en peux plus. J'ai une nouvelle souris qui arrive. Hein. Une nouvelle souris sans bug qui arrive. Voilà. Donc, qui creuse son trou, peut-être la fin de la creuser, en sachant que, comment ça s'appelle CryptoRank, voilà. CryptoRank. Voilà. Il y a les unlocks qui arrivent sur Pump. C'était ça que je voulais vous montrer. Pump. Ça arrive fort. Voilà, on va dans l'onglet vesting. Faut être connecté. Alors vas-y, je vais me connecter avec Google. Je sais pas pourquoi il me maintient pas la connexion d'ailleurs. Donc CryptoRank, très très utile si vous ne connaissez pas encore pour regarder les calendriers de déblocage des jetons. Et donc là, vous pouvez voir que le calendrier Team, ça va commencer à se débloquer dans 15 jours avec un premier 25%. Et après, un petit déblocage progressif. Donc, vous voyez, quand on scrolle, ça commence à partir du 14. Et après, chaque mois, il y a un déblocage supplémentaire. Donc, il y a la masse monétaire qui va grossir. Et donc, peut-être qu'il va y avoir un mini scam pump avant le déblocage. Hein. Parce que là, on arrive quasiment au mois de juillet. C'est dans 15 jours. Peut-être qu'il y a un petit pump qui arrive avec des annonces, histoire de dire. Je ne serais pas étonné. Pour autant, je vous dis ça, franchement, pump, j'ai moyen envie d'y mettre les pieds. Franchement. Après, c'est le meilleur moment, hein. Juste, bah, ça fait que fondre. Alors pourquoi ce serait différent là? Bah, c'est croire qu'il y aurait un scam pump. Le truc, c'est qu'en fait, on a eu un scam pump là. On en a eu là et ça n'a jamais tenu très longtemps. Donc peut-être très court terme. Mais voilà. Alors 25%, c'est pas 25% de tout le supply. Hein. C'est 25% de leur allocation à eux. Du coup, on parle de 5% du supply d'ailleurs. Voilà, 5 milliards de jetons. C'est 5% du supply qui sera débloqué pour eux. Plus encore 1% pour communauté et encore 3,2% pour les investisseurs. Ouais, on a 9, donc qu'est-ce que je raconte? Je sais pas faire des maths ou quoi. 8,2% qui vont se débloquer. Et donc pour répondre à Zeno qui m'a dit tout à l'heure, faut pas se mentir, la crypto à part spotter un bottom sur BTC, ensuite DCA pendant bull run, pas plus à faire. Bah franchement, je suis d'accord. Pas plus à faire et c'est très bien en fait. Hein. Pourquoi se prendre le chou alors que effectivement, si on veut des valeurs plus sûres, bah t'as BTC et t'as Hype. Même si bon bah Hype, faut trust le process. Voilà. Hype, c'est se dire bon bah on vise beaucoup plus haut, ce qui ne m'étonnerait pas parce que pour le moment, c'est un actif qui est quand même super fort. Mais c'est pas l'entrée la plus optimale, comme je vous dis à peu près à chaque émission. Ça aurait été mieux de rentrer bien avant. Mais bon, si vous croyez en projet, écoutez, ça fait quand même moins peur que la majorité des altcoins. Et après, pour Ether, bah, ça dépend ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est la fin du game? Est-ce que vous pensez que justement c'est une localisation idéale? Moi, je vous avoue que je suis un peu mitigé. En fait, si Ether ne m'avait pas autant donné par le passé, je lui aurais déjà dit d'aller se faire... voilà, bip. Voilà, on va pas dire le grand mot. Maintenant, ça a été déception sur déception depuis 5 ans, donc forcément, je comprends qu'il y en a qui veulent plus le toucher. Pire qu'un bâton, surtout quand tu fais ETH versus BTC, c'est pas... ouais, c'est de la merde, en fait. Donc autant se concentrer sur BTC, finalement. Voilà. Avec un Ether qui ne fait que sous-performer BTC, à quelques exceptions près. Voilà. Fusion, je te suis depuis les optis Windows 10. Est-ce que tu pourrais reprendre les optis? Oui. Quand j'aurai un moment de débloquer, j'ai envie d'enchaîner les vidéos sur ce sujet-là. Mais en fait, j'ai pas envie de spawn, faire une petite vidéo et repartir. Donc c'est vrai que j'ai mis ma chaîne en pause pour le moment, ma chaîne gaming, pour être concentré sur les cryptos liés à la programmation. Mais j'ai des belles choses dans les cartons, ouais. J'ai des belles choses dans les cartons. Ça arrivera tôt ou tard, mais quand ça arrivera, tu vas t'en souvenir parce que ça va être tellement un banger que même le président Macron sera choqué. Voilà, tout simplement. Donc désolé, c'était parenthèse gaming. Voilà, Solana pareil, bon bah vous connaissez mon avis, moi j'ai vraiment du mal. Surtout que bah il se passe pas grand chose, hein. Donc il y a un peu de real world asset tokenisé,
il y a d'autres actifs en spot, mais en fait, pourquoi Sol quand Hype existe, hein, on va se mettre Hype versus Sol. Hein. Hype explose Sol. Donc en fait, pourquoi se prendre le chou, quoi? Pourquoi choisir Sol versus Hype? Parce qu'en fait, alors pour ceux qui connaissent moins les cryptos, je sais pas depuis combien de temps vous êtes dans la crypto, je pense que ceux qui écoutent les émissions, c'est des gens qui sont là depuis quand même assez longtemps, mais au cas où qu'il y ait des gens qui sont moins expérimentés en crypto, je ne vous fais pas un conseil d'investissement. Par contre, je vous donne un conseil d'ami pour pas vous brûler les ailes, c'est de vous dire, voilà, ne pensez pas que justement Hype maintenant il est super haut et Sol il est super bas, c'est faire une bonne affaire de prendre du Sol et c'est faire de la merde de prendre du Hype. Le problème c'est qu'il y a une question de momentum. Le momentum sur Hype il est clairement haussier. Il y a aucun doute là-dessus, à tous les niveaux, parce qu'il y a des revenus, parce qu'il y a des buybacks, parce qu'il y a de l'info sur les ETF, parce que les gens en veulent, parce qu'il n'a pas une grosse concurrence. En fait, il plie tout le game, tout simplement. Donc il a vraiment le mojo, quoi. Il a le momentum avec lui. Alors que Sol, il est en perte totale de momentum, parce que faut comprendre, et je me répète, mais c'est vraiment important de comprendre ce marché. C'est-à-dire que BTC n'a pas de concurrence, parce que BTC, il est rare, il est en quantité limitée, avec une masse monétaire qui est précise, qui est comprise et décentralisée dans son développement. Donc on prévoit la chose, voilà, c'est un actif qui sert de monnaie, qui sert de réserve de valeur, donc qui est assez unique, et en plus qui a son avantage d'être là le premier avec le plus d'historique et tout ce qui va après. Ethereum, c'est un autre cas, c'est la machine virtuelle décentralisée, ça a payé jusqu'à que ça ne paie plus, donc ça a payé à l'époque des bulles smart contract, ICO, NFT. Aujourd'hui, Ethereum est en perte de momentum, qu'on se le dise, c'est-à-dire que les use cases liés à Ethereum ne profitent pas aux jetons ETH, c'est-à-dire que la DeFi, il n'y a aucun doute sur le fait que la DeFi c'est hyper important. Pour autant, la démocratisation de la finance décentralisée, c'est pas forcément ça qui va faire exploser le prix de l'Ether. C'est ce qui a pu faire exploser le prix de l'Ether, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Il y a besoin d'un narratif, il y a besoin d'un petit quelque chose pour remettre l'étincelle. Pour le moment, l'étincelle, on ne l'a pas. Et en fait, Solana, c'est un peu le plan B d'Ether. C'est-à-dire que Solana, tu t'y exposes parce que tu crois au narratif d'Ether, c'est-à-dire la machine virtuelle décentralisée, l'exécution des smart contracts, et tu aimes Solana parce qu'il est plus rapide, parce qu'il est moins cher, et que quand les gens sont frustrés de payer trop cher et d'être trop lent sur Ether, tu te rabats sur Solana. Le truc, c'est que comme Ether, il est en manque de buzz, Solana est encore plus en manque de buzz. Et le deuxième sujet, c'était vraiment le trading décentralisé. Donc je parlerais même de trading haute fréquence décentralisé. C'était un narratif qui était très intéressant pour Solana, sauf qu'aujourd'hui, ce narratif a été totalement récupéré par Hyperliquid. Et les layers 2 d'Ether, mais surtout Hyperliquid. Donc si tu veux, pareil, perte de momentum, perte de narratif complet sur Ether et Sol. Donc là, on est dans une période de doute. Donc ce qui vous donnerait vraiment envie de rentrer sur Ether ou sur Sol, si c'est une masterclass. Si c'est une masterclass, t'as le logo en haut, c'est une masterclass. Du coup, ce qui vous donnerait envie de rentrer sur Ether et sur Sol, c'est de vous dire, ok, là c'est bon, c'était trop cher avant, on retourne sur un prix qui est intéressant. Moi, le narratif, j'y crois encore. Je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Et voilà. Mais c'est une façon très optimiste, très... je restais là, très optimiste de voir les choses. Sauf que l'optimisme, c'est pas forcément ce qui vous fait gagner de l'argent. Voilà. Donc, faites gaffe à vos investissements. Faites très, 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 très gaffe. Évidemment, côté altcoin, si vraiment vous voulez vraiment aller sur des altcoins, vous pouvez regarder BitTensor, pourquoi pas. Et c'est à peu près tout en fait. Il y a quoi comme actif TradFi sur HL? Il y a beaucoup de choses sur HL. Après, c'est du dérivé, hein, c'est pas du spot, mais ouais, ça fait du volume. Donc en dérivé, regarde, qui fait du volume, tu as tout ça, tu as le pétrole. T'as SKNX. Alors SKNX, très intéressant parce que justement c'est compliqué de s'exposer à cette entreprise parce que c'est une entreprise sud-coréenne. C'est pas mal de pouvoir s'y exposer par le biais d'Hyperliquid. Ensuite, ça c'est le Nasdaq 100, encore le pétrole. Voilà. Je descends un petit peu. S&P 500, DRAM, SpaceX, et voilà. Non, j'ai pas parlé d'AAV.
J'ai pas parlé d'AV. On peut parler de MicroStrategy et STRC. Je peux parler de ça en vitesse? Je m'étais noté quelque chose sur le sujet. On va faire très court. Hein. En gros, en fait, parier sur le produit STRC, qui est un des différents produits de stratégie, c'est parier sur le fait que voilà, le BTC monte et qu'il y a des dividendes liés à la trésorerie qui sont payés aux investisseurs du STRC. Et en fait, jusqu'à présent, le STRC avait tendance à voir son prix se rapprocher des 100 $ l'unité. Sauf que ce prix de 100 $ l'unité n'a pas tenu très longtemps, finalement. Parce que justement, BTC est en train de baisser depuis beaucoup trop longtemps. Donc les gens ont commencé à lâcher prise bien comme il faut à partir du mois de juin. Donc là, c'est en train de bien dégueuler. Donc là, pareil, je me répète. Hein. Mais en gros, rentrer là-dedans, c'est se dire, moi, je trust le process, je crois en MicroStrategy, je crois que ça va repartir. Et là, on est littéralement en train de m'offrir 100 $ au prix de 74 $. Donc ça, c'est le scénario optimiste grosse couille. Autre scénario, c'est de se dire, c'est un échec. Les dividendes, il ne va pas les payer parce qu'il n'a pas d'obligation légale de les payer. Et du coup, ça va aller à zéro. Donc, voilà. Si vous pensez que BTC va repartir très vite et que c'était que du bruit, bah, c'est en fait un espèce d'effet de levier sur Bitcoin. C'est un levier qui est quand même risqué. Personnellement, je ne touche pas avec un bâton. Et si vous avez vraiment envie de vous y intéresser, prenez vraiment le temps de comprendre le produit, de peser les pour et de peser les contre. Voilà, faites vraiment gaffe à ce sujet-là. Voilà. Donc, je vais juste prendre ça. Comment ça, il n'a aucune obligation légale de payer les dividendes de STRC. Je répète bête et méchant ce que j'ai lu. Attends. STRC, le prochain Luna, pas vraiment. STRC a perdu son ancrage, il est descendu à 76, donc perdu 25%. STRC est une action prix perpétuelle qui verse des dividendes de 11,5% à une valeur nominale de 100 $ par action. Et ils ont en trésor 1,2 milliard de dollars. 1,4 milliard de dollars. Et comme ils doivent payer à l'année 1,2 milliard de dollars, en gros, ils ont à peu près un an de quoi payer les dividendes. De manière cruciale, Strategy n'est pas légalement obligé de payer ses dividendes. Si Strategy rencontre des problèmes, Sailor n'a pas à prioriser les dividendes des actionnaires de STRC. Contrairement à Terra Luna, Sailor ne peut pas être liquidé si STRC perd de la valeur. Le prix de STRC reflète simplement l'opinion du marché sur la probabilité que Sailor continue à verser des dividendes. Si l'on pense que Strategy ne pourra pas lever des capitaux et verser des dividendes, les investisseurs peuvent vendre STRC. Mais Sailor n'est pas obligé de dépenser de l'argent pour maintenir le prix à 100 $ sur le STRC. Voilà. Désolé Pizzy, d'ailleurs, il faudrait qu'on se la fasse cette émission. Je suis désolé, je suis pas revenu vers toi. Moi, je t'avoue, je ne maîtrise pas le produit. Voilà. Cela va-t-il tuer Strategy? Non, mais cela pourrait leur nuire à long terme. Pour maintenir STRC à flot, Sailor doit continuer à verser 1,2 milliard de dollars par an en dividendes. Si les investisseurs de MicroStrategy réalisent que leur argent est simplement utilisé pour rembourser les actionnaires précédents, ils pourraient acheter moins de MSTR à l'avenir. Voilà. J'ai répété bête et méchant. Mais je m'en remets à Arkham, qui est plutôt un acteur sérieux. Voilà. Donc, comme je ne maîtrise pas, je ne fais que vous répéter bête et méchant. Faites vos devoirs, vous voyez si ça vous intéresse. Moi, je ne touche pas avec un bâton. Voilà. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'exposer, j'ai pas envie d'aller me péter les dents sur un produit comme celui-là, tout simplement. On continue sur les actus. Voilà. Ensuite, donc, vous en avez probablement entendu parler parce que ça a quand même fait pas mal de bruit. On a Polymarket qui est accusé d'avoir payé des influenceurs pour créer des fausses transactions avec des fausses mises et des faux gains. Donc c'est chaud, c'est très chaud. Pareil, je vais vous lire. 2 sénateurs veulent que la CSTC enquête sur Polymarket. Donc un républicain, un démocrate. Selon ce rapport, qui est un rapport du média Wall Street Journal, la plateforme a payé des dizaines de créateurs pour filmer de faux paris sur des copies de son site, certains simulant même des gains. En gros, le journal a visionné 1105 vidéos, 70% de ces vidéos, donc on parle de plus de 700 vidéos, montrent une mise de 1,9 million de dollars au total, mais aucun pari n'est réel. C'est très chaud. C'est littéralement fake it until you make it. Les sénateurs visent plus large que la publicité. Ils doutent que la CSTC sache encadrer ces marchés prédictifs qu'ils rangent désormais du côté des jeux d'argent. Les 2 sénateurs exigent des réponses avant le 10 juillet. Donc on a déjà eu d'autres scandales sur Polymarket. On devrait avoir des nouvelles assez vite. Ça pue pour eux. Ça pue pour eux, voilà.
HIP4 supérieur à Polymarket. Bah en plus niveau frais c'est mieux. Hein. Donc quand il parle d'HIP4, il parle bien sûr de l'onglet Outcome sur Hyperliquid qui permet aussi de faire des prediction market de façon décentralisée. Voilà, je continue. Voilà, on a eu deux pannes sur le layer 2 base. Bon, petit bug à la con en fait, c'est un bug qui a gêné la construction de blocs une première fois, donc ça a fait une panne d'à peu près 2 heures. Et ensuite ils ont mis en place un patch, et puis le patch a encore sauté, donc on s'est repris une panne de 20 minutes. Voilà, donc c'est juste la construction des blocs qui s'est figée. Ça veut dire que les transactions ne passent pas en fait. Voilà, ça ne passe pas, t'as pas eu de perte d'argent, de trucs comme ça, à part peut-être déjà qu'utiliser des produits dérivés sur les DEX sur Base. Ça n'a pas été un scandale absolu. Mais bon, ce qu'il faut en retenir, et c'est pour ça que je voulais prendre le temps d'en discuter, c'est que Base c'est un des plus gros, si ce n'est même le deuxième plus gros layer 2 de l'écosystème Ethereum, et c'est toujours sur un séquenceur centralisé, c'est-à-dire que c'est un serveur, c'est un ordinateur qui fait tourner. Donc niveau décentralisation, c'est 0 pointé, puisque si le serveur il saute, en fait, t'as plus rien qui marche. Donc la décentralisation sur les L2 Ethereum, on attend, ça fait long là les gars, je fais genre j'ai une montre, ça fait très long. Et c'était pareil pour la Unichain, bon. Donc ça fait vraiment pitié en vrai, et du coup bah, le créateur JessBase a dit bah c'est pas acceptable, on va faire le nécessaire pour que ça n'arrive plus jamais. Bon, vous connaissez. Ensuite voilà, bon, je me répète énormément. Je vous mets le lien tout de suite. On a du coup le moment où Binance, à partir du 1er juillet, ne pourra plus exercer en Europe. Clients français, italiens, espagnols, grecs, ce que vous voulez. Binance ne pourra plus faire du marketing, ne pourra plus proposer de trading, rien du tout, tant qu'ils n'auront pas la licence MiCA. Je pense que tôt ou tard, ils l'auront. Je sais juste pas quand, et à mon avis, ça va mettre des semaines, voire des mois. Donc, ils ont fait le nécessaire un peu tard, visiblement. Et du coup, bah, finito pour eux. Et ça va être le cas de beaucoup d'exchanges. Donc si jamais vous avez France Crypto, voilà, vous avez cette page qui est pas mal. On va faire une page aussi sur Coin Academy, c'est en cours, mais en attendant, je vais quand même vous présenter une information intéressante. Voilà, ici vous avez la page des plateformes d'échange qui sont agréées, donc qui ont le droit de faire le marketing, qui ont le droit de continuer leur activité après le 1er juillet. Donc évidemment, OKEx en fait partie. Hein. OKEx est là. Hein. Pardon. Ok, c'est là, mais du coup, bah, Binance, c'est non. Binance, c'est non. MEXC, c'est non. Voilà. Donc, si vous avez des fonds sur des exchanges non agréés, bah, bougez-les. Vous n'allez pas perdre les fonds, hein, normalement, mais juste bougez-les si vous voulez continuer de trader activement. Et je vous invite à venir sur OKEx, partenaire de cette émission, mon partenaire perso. En plus de ça, il faut savoir que maintenant... Bah, ça fait que OKEx propose sur le marché spot, propose sur le marché spot, mais aussi perpétuel, je crois, les meilleurs frais du marché. Donc en spot, une fois que vous avez activé les experts sur votre compte, vous avez les frais les plus bas en maker et en taker. Donc si vous faites un ordre au marché ou un ordre limite, donc comment faire, bah, je vous ai mis la vidéo là. Hein. Je vous la remettrai en description d'ailleurs. En gros... Pardon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille? Voilà, je vous montre l'astuce. Pardon. Voilà. En gros. Je peux pas couper le volume. Si. Voilà, vous voyez... Désolé, c'est un peu à l'arrache, mais... Voilà. En gros, sur l'onglet Trader, sur OKEx, quand vous avez créé un compte, vous allez avoir ici déverrouiller expert. Donc en gros, c'est une option où vous devez juste remplir un questionnaire, et après avoir rempli le questionnaire, c'est simple, franchement c'est très simple, vous déverrouillez l'accès au XPERP et en fait ça va automatiquement appliquer des frais plus bas sur votre compte à vie. Donc c'est pour ça que je mets dans le tableau sur le site Coin Academy, je mets les frais avant et les frais après. Voilà, ça c'est les frais par défaut, qui sont pas mal, hein, mais qui sont moins bien que sur certaines plateformes, et après manipulation, vous avez les meilleurs frais du marché. Donc n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, vous avez le lien en description, je vous l'ai mis dans le chat. Et puis voilà. Zeno qui me dit dans l'espace commentaire, Capet, tu peux pas dire que Binance a fait le nécessaire, un peu... frérot,
Mika, on est au courant depuis la nuit des temps. Hein. Si tu veux, s'ils voulaient, Binance, ils auraient pu s'en occuper beaucoup plus tôt. Le truc, c'est que oui, Lagarde a mis son nez dedans. Je dis pas que c'est bien, hein, au contraire. Mais faut aussi avoir le contexte. À l'époque où on commençait à parler des agréments PSAN et compagnie, que tu avais tous les Français qui avaient des bâtons dans les roues, je pense à The Bitech, je pense à Bitit, d'autres plateformes françaises et autres. Ils s'interdisaient de faire un marketing massif sur la France et sur l'Europe de peur d'avoir le régulateur sur la gueule. Binance n'en a rien eu à secouer à l'époque. Crypto.com aussi d'ailleurs, pour les citer, pour pas faire de jaloux. Donc, si tu veux, Binance, ils ont bien becté. Ils ont été en zone grise tout le long. Ils ont becté. Grand bien leur face. On va pas les plaindre. Ils se sont pris le marché. Ils ont bien mangé. Et ils se sont dit, bon, bah, de toute façon, on est multimilliardaires. Donc, c'est tranquille. On va payer des armées. On va dire aux régulateurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Et puis, ils vont nous la donner, les licences. Parce que nous, on est Binance. Et ça s'est pas passé comme ça. Alors, je le fais de manière réduite, évidemment. David Princet et les employés en France, j'imagine qu'ils ont vraiment fait le max à leur niveau, mais à la fin, ça reste la France, ça reste l'Europe. Après, c'est les big boss, c'est la Chine, tu vois. Enfin, la Chine, excusez-moi, c'est des Chinois d'origine en dehors de la Chine. Mais bon. Et donc, du coup, bon, bah voilà, Binance a choisi le court moyen terme, les autres exchanges, dont OKEx, ont choisi de long terme, et je dis dont OKEx, mais c'est pareil pour Kraken, pour Coinbase et pour plein d'autres. Donc, si tu veux, oui, mais je me souviens de la banderole en face du palais de justice. Et je n'en veux pas à Binance d'avoir fait ça. Binance a raison de faire du business. C'est juste que fucking around, find out. C'est tout. Fuck around, find out. C'est comme ça que ça se passe. C'est la règle. Pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, c'est des maths appliquées. C'est des maths appliquées. Plus tu fuck around, plus t'as de chances de find out. Bah, plus tu joues avec le feu, plus t'as de chances de te brûler. Bah, c'est tout. Donc, c'est... Voilà. Encore une fois, je vous dis ça, Binance, c'est une bonne plateforme. Et là, je joue un petit peu parce que je suis partenaire au KEX et que voilà. Mais c'est juste que ils ont bien mangé Binance. Faut pas l'oublier, tu vois. Je vais pas chialer pour Binance. Ils ont bien becté. Voilà. Les autres, ils se sont empêchés pendant des années de tabasser de marketing le marché. Je pense à OKEx, je pense à Coinbase, je pense à plein d'autres. Elle s'appelle comment cette courbe? C'est fuck around, find out, frérot. Donc, voilà. Maintenant, bah, ils se prennent une pénalité qui va faire qu'ils vont perdre des clients pendant des jours, des semaines, clients qui vont partir ailleurs. Et puis à un moment, ça va repartir, parce que je sais bien que Binance, ça va repartir. C'est juste, on ne sait pas quand. Ça peut mettre du temps. Surtout s'il y a un blocus de Lagarde et compagnie. Ça peut mettre beaucoup de temps. Voilà. Donc si en attendant, vous voulez faire du trading sur une plateforme régulière avec les frais les plus compétitifs, venez sur OKEx. Voilà, c'est tout. On ne peut pas rejeter uniquement la faute sur Binance. Ah bah, dans le cas du blocage de Binance, on ne peut que rejeter la faute de Binance. Après, pour le sujet réglementation, Mika, c'est un tout autre sujet. C'est l'Europe. Je veux dire, c'est très européen de vouloir plus de réglementation, parce qu'on peut dire, oui, Ursula von der Leyen, elle n'a pas été élue, patati. C'est vrai. En attendant, tout son entourage, il y a beaucoup de présidents élus, hein, ou chancelières, ou tout ce que tu veux, les Merkel, les Macron, les machins, qui nous vendent de l'Europe matin, midi, soir, de la réglementation matin et midi, soir. Il y a d'autres candidats qui étaient plutôt favorables à donner moins de pouvoir à l'Europe. Je pense à la famille Le Pen, je pense à Asselineau, je pense à Philippot. Je vous donne des noms, je les ai pas forcément dans mon cœur. Hein. On a eu l'option Brexit côté UK, on a eu l'extrême droite allemande, on en a eu un paquet. Donc si tu veux, à un moment donné, les gens votent, ils ont ce pourquoi ils votent. Après, ils chialent. Bah, je sais pas, voter différemment. C'est tout, en fait. Tu vois, c'est quand tu as... les seules initiatives à peu près pour, par exemple, protéger le secteur crypto, c'est l'Adanaso. Et l'Adanaso, bah, avec tout le respect que j'ai, hein, c'est toujours essayer de trouver un terrain d'entente entre les gouvernements et le marché.
alors qu'en fait les gouvernements n'ont pas du tout envie de collaborer avec nous. En fait les gouvernements essaient de trouver un moyen passe-partout et légal de nous mettre le nez dans la merde depuis la nuit des temps. Je veux dire, effectivement, ils n'ont pas banni les cryptos, faut quand même le dire, hein, ils n'ont pas banni les cryptos, mais ils nous ont pas non plus balancé le tapis rouge en mode ouais les gars, nous la crypto en kiff, faites du business crypto. Souvenez-vous le bourbier que c'était pour des entreprises de créer une entreprise crypto, d'avoir un compte bancaire crypto, d'être compétitif sur les frais, de gérer toute la partie réglementaire et tout. Avant le PSAN, c'était le bourbier. Après le PSAN, ça a été le bourbier. Avant Mika, bourbier. Maintenant on a Mika. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que les très 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 grosses entreprises qui ont énormément de pognon comme Ocas qui peuvent se permettre de jouer les règles du jeu. Mais tous les petits et les moyens ne peuvent pas se le permettre. Et en fait, tout le lobbying autour des cryptos, ça a été un lobbying de milliardaires parce que t'as que des Ledger ou des OKEx ou des Binance ou des Coinbase ou des Bitpanda hein, qui peuvent faire du lobbying pour leurs intérêts crypto. Les petites entreprises, c'est niet, tu vois, c'est niet. Donc, si t'as pas de politique, si t'as pas de politicien dans ton sens, si t'as pas de lobbyiste dans ton sens, t'as rien, bah voilà le résultat. Donc maintenant, on a Mika, c'est réglementé aujourd'hui sur une activité de gestion de fonds pour compte de tiers, d'achat, de vente, d'échange de crypto-monnaies. Vous inquiétez pas, on va avoir la suite. D'ailleurs, j'ai vu Waltio en parler tout à l'heure. Voilà, Waltio qui tout à l'heure parlait de Mika 2, voilà d'ailleurs, Mika 2, parce que on n'a pas assez de réglementation. Déjà, il faut croire qu'apparemment on n'a pas assez de lois en France, on n'a pas assez de lois en Europe, on va en rajouter. Donc, sujets qui reviennent, rendement sur stablecoin, voilà, est-ce qu'on pourrait pas leur couper les rendements, histoire de protéger le système bancaire, réserve de stablecoin globaux, est-ce qu'on pourrait pas potentiellement interdire certains types de stablecoins? Est-ce qu'on pourrait pas mettre des bâtons dans les roues pour les protocoles de lending, de staking, de borrowing, les marchés de prédiction? Vous inquiétez pas, les régulateurs, ils vont réguler. Et ils vont réguler comme ça. La campagne de bonus est finie sur lequel il va y avoir une nouvelle campagne de bonus sous peu, apparemment. J'en dis pas plus. Mais il devrait y avoir des nouveaux trucs qui vont arriver à partir du 1er juillet. Donc t'inquiète, sois patient, très 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 vite fait, ça va repartir, chef. Mais en attendant, profite. Je vais tellement partir l'année pro. Voilà. Désolé, je parle toujours de manière un petit peu vulgaire, mais c'est juste qu'à un moment donné, faut dire les termes. Tu vois, les gens votent, les gens ne font rien, les gens ne s'intéressent pas à la politique, ne s'intéressent à rien du tout, ils consomment simplement et après ils se plaignent. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans les cryptos, ça fait 8 ans que je suis un gros rageux, je vous dis les termes, que je vous dis que les monnaies numériques de banque centrale, c'est de l'enculade, que la réglementation sous des fausses promesses, c'est pour essayer de vous entuber, parce qu'en fait, plus on a eu de réglementation, moins on a eu de volatilité sur les cryptos, moins on a eu d'innovation. Et est-ce qu'on a eu moins de scams avec la réglementation? Non, il y a toujours un nombre incalculable de scams. Donc en fait, la réglementation nous a apporté quoi si ce n'est une décélération de l'innovation sur notre marché? Tu vois, c'est ça le truc. Alors je te dis pas ouais, il faut pas de réglementation. Je te dis juste que la réglementation qui est mise en place, elle ne va pas dans l'intérêt des acteurs. Voilà. Et que ceux qui te parlent de réglementation, et je mets OKEx dedans, bah forcément ils vont bien en parler parce que d'une, ils veulent brosser le régulateur dans le sens du poil, et deux, forcément, quand t'es milliardaire, ah bah tu peux parler de réglementation puisque tu peux arroser des avocats, des lobbyistes, tout ce que tu veux pour défendre tes intérêts. Et c'est le jeu, c'est pas illégal, c'est le jeu. Mais encore une fois, les petites et les moyennes entreprises, c'est niet. Donc voilà, la réglementation, ça sert à rendre les gros encore plus gros, à tuer les petits et les moyens, factuellement. C'est mon discours et si vous ne me croyez pas, bah, je vous laisse constater par vous-même. Je continue. Maintenant, on va parler d'IA. Donc, Claude Fable 5 de retour dès la semaine prochaine. Alors, c'est une rumeur, ça vient d'Axios. Voilà. Ne criez pas victoire trop vite. Voilà. Pour le moment, on a juste des agences qui ont validé le retour de Fable, mais le Pentagone et la NSA doivent encore trancher. Alors, le sujet, il est très simple. Je vais faire une parenthèse importante sur ça. Actuellement, il y a un vrai sujet politique sur l'IA, et quand tu utilises régulièrement l'IA, tu te rends compte que c'est assez impressionnant ce qui se passe en ce moment, et que potentiellement,
ça pourrait bouger très 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 vite. Alors je m'explique. On a David Sachs, qui est un peu le crypto and AI czar aux US, donc qui est une personne très importante aux US, qui dit clairement, là déjà il y a GLM 5.2 en open source qui est très bon, qui est au niveau de Claude Opus 4.5 en gros, voilà. Les prochains modèles chinois vont être forcément encore mieux, donc on va se rapprocher d'Opus 4.8 et 5.5, et potentiellement dans, allez disons 5 mois, franchement 5 mois, dans 5 mois, on a un modèle open source chinois à ce rythme-là qui est au niveau de Claude Opus, de Claude Mythos. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le « oh là là, ça fait peur ! Oh là là, Claude Fab, Claude Mythos, ça fait peur. On peut pirater la NSA avec Claude Fab, Claude Mythos. Oh là là, ce modèle est trop bon. Il faut les réguler. » Tout ce bullshit-là, ce bullshit de la peur-là, je vous ai dit que c'était du cinéma. C'est du cinéma. Je ne remets pas en question les capitalistes de ces modèles. C'est juste que, bah oui, le modèle IA devient plus intelligent, ça lui offre plus de capacités, et voilà. Mais c'est pas une exclusivité américaine. Et pourquoi c'est important de comprendre que ce n'est pas une exclusivité américaine ? L'IA, faut voir ça comme l'arme nucléaire. C'est-à-dire que quand tu es tout seul à l'avoir, tout le monde te mange dans la main. Parce que personne ne peut se mettre à ton niveau. Le truc, c'est que le plan américain d'avoir une IA sous contrôle américain pour entretenir l'impérialisme américain, bah, il part un peu à la poubelle. Parce qu'une IA, on peut la distiller. Le principe de la distillation, c'est que tu prends un gros modèle IA qui sert de tuteur à un petit modèle IA. Donc, en fait, tu vas prompter le modèle, tu vas faire différentes magouilles pour pouvoir extraire en fait la connaissance du gros modèle pour l'injecter sur un petit modèle. Et c'est comme ça que les Chinois arrivent à maintenir le cap par rapport aux Américains, parce qu'en fait, ils prennent les meilleurs modèles américains, ils les distillent et ils offrent des modèles open source chinois. Et donc, comme c'est des modèles open source, n'importe qui peut les télécharger, peut les exécuter sur ses cartes graphiques ou sur son gros parc informatique. Il va y avoir une guerre de l'IA entre les gros acteurs des pays concurrents. Mais en fait, la guerre de l'IA entre les acteurs de pays concurrents, elle existe depuis 10 ou 15 ans. Parce que j'imagine bien que les premières IA, c'était pas OpenAI et compagnie, c'était les services secrets NSA, Pentagone, MI6, DGSI, Mossad, FSB... Parti communiste chinois, etc. Tu vois, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que tant que ça n'existe pas dans un film ou que t'as pas un leak en mode voilà, les gens se disent ah bah ça n'existe pas. Si, ça existe, frérot. Ne t'inquiète pas. Peut-être pas des GSI, MDR, le repas. Méfie-toi des services secrets français. On peut critiquer la France, mais les services secrets français sont très bons. Respect sur eux. Des GSI, des GSE, très très bons. Donc, pour revenir à ce sujet-là, oui, il y a une guerre depuis très longtemps, et en fait, grâce au progrès de l'open source, grâce à DeepSeek, grâce à Mistral, grâce à Zipou AI, Qwen, et j'en passe, beaucoup de Chinois en réalité, tout le monde peut profiter de ça. Et du coup, ça pose une question. C'est-à-dire que pour le moment, l'avantage des Américains, c'est qu'ils ont tellement un train d'avance sur le reste que quand tu es un ingénieur, voilà, quand tu fais des choses sérieuses, tu vas prioriser ChatGPT et Claude pour les tâches très précises qui demandent le code le plus propre, les recherches les plus propres, etc. Je dis Claude, bon, c'est pareil, t'as Gemini de Google, t'as Grok de Elon Musk. Bon. Le truc, c'est que là, on arrive à un stade, et ça, il faut vraiment que vous le compreniez, on arrive à un stade qui est historique dans l'histoire de l'humanité, et j'en fais pas des caisses quand je vous dis historique dans l'histoire de l'humanité, c'est que les IA deviennent tellement puissantes que pour une majeure partie des gens, parce que tu auras toujours des gens qui vont faire des trucs beaucoup plus complexes que nous, genre envoyer des fusées, comprendre les fonds marins, ce genre de choses, bref. Pour les gens comme nous, les moldus, on a des modèles qui sont tellement bons, en fait, que si tu as un modèle chinois qui est quasiment aussi bon que les Américains, mais ça te revient 10 ou 20 fois moins cher, et qu'en plus, potentiellement, si tu as une entreprise, tu peux le faire tourner en open source chez toi, donc tu n'as pas besoin de donner tes données à des entreprises américano-israéliennes, c'est tout bénef. Et du coup, le truc, c'est que là, pour le moment, tout le monde s'extasie en se disant oui, bon, bah, OpenAI et Claude, ils ont plein d'abonnés et ils font v'là les revenus. Et en fait, ils font v'là les revenus parce que les gens n'ont pas le choix que d'aller chez eux, parce qu'ils sont trop au-dessus de la moyenne. Mais si les Chinois rattrapent ce retard-là et que Claude et ChatGPT n'arrivent pas à se rendre indispensables,
qu'est-ce qui va se passer ? Et je vous en ai déjà parlé dans une émission précédente. Il faut se poser la question maintenant. Si vous êtes exposé à Nvidia, si vous comptez vous exposer à SpaceX, à OpenAI, Anthropic quand il sera en bourse, s'ils ne créent pas des nouveaux leviers pour se rendre indispensables pour vous vendre des abonnements, est-ce que leur valorisation part pas à la poubelle ? Et si leur valorisation part potentiellement à la poubelle, qu'est-ce que ça va donner des autres entreprises spécialisées dans l'IA ? Et qu'est-ce que ça va donner des entreprises dans le software ? Et en fait, qu'est-ce que ça va donner d'un point de vue macroéconomique sur toute l'industrie du logiciel ? Parce que sur le hardware, c'est différent. Un hardware, c'est pas tu copies et tu colles du code. Un hardware, il faut le produire, ça met du temps. Tu vois, il faut le produire et puis il faut le transporter, il faut le vendre à l'étranger, etc. C'est pas quelque chose que tu peux faire en un claquement de doigts. Mais du logiciel, potentiellement, ça remet beaucoup de choses en question. Donc, posez-vous les bonnes questions, parce que je vous dis, un modèle type Claude Fable, en open source chez les Chinois, on l'a en fin d'année. Donc, du coup, il faut que Claude et OpenAI, ils dépensent encore plus de fric pour avoir un modèle encore plus puissant qui débloque encore plus de trucs pour que les grosses entreprises se disent « Oui, les Chinois, c'est très bon, mais moi, j'ai vraiment besoin du top, du top, du top pour ce que je fais. Donc, je vais continuer de raquer, de payer très fort, très cher Claude et ChatGPT. » Voilà. Donc, c'est ça le sujet politique. Et du coup, pour en revenir à cette histoire avec David Sacks, du coup, là, les Américains, ils bloquent Claude Fable. Ils bloquent aussi GPT 5.6. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a du coup GPT 5.6 qui a été annoncé, donc qui n'est pas encore disponible. En premier lieu, je te réponds juste après Zeno, si jamais, repose-moi la question, mais je termine ça. GPT 5.6, Sol, Terra, Luna. Donc déjà, le clin d'œil crypto est insane. C'est évident que c'est un clin d'œil crypto. Alors oui, le soleil, la terre, la lune, c'est pas que les cryptos, on est d'accord. Mais là, c'est un clin d'œil crypto. C'est du 100%. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, accessoirement, il faut savoir qu'OpenAI a lancé sa propre crypto-monnaie WorldCoin et qu'elle est quand même capitalisée à plus de 4 milliards de FDV. Mais revenons sur la news. GPT 5.6, pour le moment, débloqué que pour une vingtaine d'entreprises américaines et ça va se débloquer dans les prochains jours pour des personnes qui se seront KYC progressivement. Et si d'ici 2 semaines, je pense, d'ici 2 semaines et demie, on devrait avoir le modèle disponible pour tout le monde, en toute logique. Parce que s'ils ne le rendent pas, disponible pour tout le monde, il y a une perte de revenus qu'ils ne peuvent pas se permettre, en fait. Ils ne peuvent pas se le permettre. Donc voilà. Du coup, 3 modèles. On a le modèle Sol, qui est le meilleur, le modèle Terra, qui est le moyen, mais quand même très bon, et ensuite le modèle Luna. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nouveau modèle Sol est plus puissant que Claude Mythos. Ok, il est plus puissant que Claude Mythos et il est plus puissant que Fable. Voilà. On arrive au même niveau que Mythos, sauf que il est beaucoup plus token efficient, c'est-à-dire qu'il produit des réponses de meilleure qualité, car plus concises. Ça vous coûte moins cher aussi. Donc, il est clairement meilleur que Mythos. Après, forcément, en fonction des tâches, des fois Mythos sera meilleur, des fois GPT sera meilleur. Deuxième chose, on sait que le nouveau GPT 5.6 sera capable de taper jusqu'à 750 tokens par seconde. Actuellement, ChatGPT 5.5 en mode fast, on est à 72 tokens par seconde. Donc on fait x10. On fait x10 sur la vitesse d'inférence. C'est-à-dire que un projet où vous faisiez un prompt complexe, il mettait 1 heure à vous le rendre, donc 60 minutes. Là, il va mettre 6 minutes à vous le rendre. Donc en fait, tu promptes, t'attends à peine, tu prends ton café, hop, c'est terminé. Tu vois le résultat de ton prompt, tu repromptes derrière. Ou alors tu fais des boucles encore plus complexes. Donc évidemment, pour tous les projets ultra sérieux, pour, je sais pas, moi, faire des drivers de cartes graphiques, faire des véhicules électriques, faire de la robotique, envoyer des fusées, faire de l'exploration spatiale, enfin des trucs qui deviennent vraiment sérieux, ça ouvre des possibilités de ouf. Et c'est ça, pour le moment, qui fait que les Américains sont nettement au-dessus des Chinois. C'est ce mélange entre des modèles surentraînés sur du hardware extrêmement puissant et en plus de ça, optimisé pour vous offrir une inférence beaucoup plus rapide. Et pour répondre à Kébir, on en parle de Gemini qui est largué dans la course de l'IA. Ils sont pas largués, en réalité. J'ai eu ce biais et j'ai retourné ma veste récemment. Ça veut dire qu'en fait, Claude
Et OpenAI, ils perdent de l'argent dans l'entraînement et le hardware pour faire monter leur valorisation en promettant aux investisseurs qu'ils feront de l'argent plus tard. Google, eux, ils y vont mollo sur les dépenses en IA. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est une IA qui est suffisamment bonne pour enrichir leurs offres de produits comme Google Studio, Notebook LM, Gemini, tout ce que tu veux. Donc, si tu veux, pour le monsieur tout le monde, ça suffit. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'abonnés Google, donc ils peuvent pas se permettre d'avoir une IA ultra puissante qui leur coûte un pognon monstre, etc. Ils peuvent pas se le permettre. En plus de ça, il faut savoir que Google, contrairement à Claude et ChatGPT, ont leur propre puce. Ah bah elles sont plus listées ici, mais ils ont leur propre TPU. Ah bah si, voilà, les TPU V6E. Et ils vont avoir des nouveaux TPU, et ils vont avoir des nouveaux partenariats. Donc ils sont côté hardware, ils sont côté software, ils sont côté produit. Donc eux, en fait, à court terme, ils subissent un petit peu parce qu'aux yeux des gens, ils sont pas numéro 1. On se dit, ah mais Google, avec toutes ces données, avec tous ces trucs, il devrait être meilleur. Mais en fait, ils laissent les copains perdre un pognon monstre jusqu'à que le marché se stabilise un peu. Et eux, ils perdent pas des clients, si tu veux. Ils n'en gagnent pas sur le secteur spécifique de l'IA, mais ils perdent pas de clients. Donc en fait, c'est une stratégie qui, du point de vue rentabilité, est intéressante du côté de Google en réalité. C'est pour ça. Et d'ailleurs, Google mise beaucoup sur l'open source. Ça, c'est un autre biais intéressant. Et tout à l'heure, donc j'avais la question. J'ai eu deux questions. Donc, les benchmarks sont fiables. Les benchmarks de ChatGPT et Claude sont fiables. Oui, ils le sont. Ensuite, Zeno qui m'a dit la course à la puissance de ces modèles IA, ça va nous mener où? Ah bah ça va nous mener à beaucoup de réponses à des questions sur des sujets extrêmement complexes liés aux mathématiques, à la physique, à la métaphysique, à la religion, au passé, à l'histoire, au début de l'humanité, à la suite de l'humanité. En réalité, ça va nous mener à des choses grandes et moins grandes. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, une IA, c'est juste un très très bon tuteur, c'est un excellent moyen de rendre l'humain meilleur. Sauf que là, on va arriver à un stade où potentiellement, l'IA va devenir tellement intelligente qu'elle va commencer à s'améliorer par elle-même parce qu'elle va savoir sourcer l'information pour prendre les dernières innovations en temps réel et s'améliorer et donc devenir plus intelligente et commencer à développer des biais. Et ça va nous permettre de comprendre des choses en mathématiques, en physique, etc. Donc en fait, très rapidement, on va avoir un changement de dimension. Ça va être assez énorme ce qui va se passer. Et moi, je profite d'être dans cette émission. Je suis pas avec CryptoPixou et du coup, je peux faire un peu mon complotiste bas du front. Mais moi, j'ai une vision extrêmement complotiste de la réalité. Mais cette vision, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc je vous l'explique tout de suite. En fait, si vous voulez... en gros, des fois, les gens se disent mais pourquoi on fait tout ça? On a inventé tellement de technologies, on pourrait arrêter de travailler, on pourrait profiter de la vie, on pourrait régler la faim dans le monde, machin. C'est vrai, mais c'est pas ce que nos élites veulent. Et est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Je pense pas. En fait, les questions qu'on se pose quand on est puissant et riche, si on doit se mettre dans la peau de quelqu'un de puissant et riche, alors on va pas rentrer dans les délires pédosatanisme, machin. Ça, je m'en branle. C'est pas du tout le sujet. Moi, je suis plutôt sur si t'es juif, chrétien, musulman, par exemple. Donc religion abrahamique. Ou si t'es hindou. Ou si t'es, je sais pas moi, bouddhiste. Ou d'autres religions. Ou tu fais partie d'autres sectes. Ou sociétés secrètes. T'as envie de comprendre l'origine. T'as envie de comprendre les prophètes, les messages des prophètes, comment t'as des mecs qui ont spawn, qui ont eu un savoir fou, comment on a pu écrire cette beauté que l'Ancien Testament, le Nouveau, le Coran, etc., mettre autant de savoir-faire humain en partant du principe c'est écrit par des humains et pas par Dieu. Je vais pas rentrer dans ce débat-là plus en profondeur, mais comment on a pu en arriver là? Est-ce qu'il y a eu des civilisations avancées avant nous sur Terre? Parce que vous savez, il y a eu ces théories du grand déluge où voilà, on a des civilisations qui potentiellement se sont fait éradiquer et nous on est la suite. Les extraterrestres, la conquête spatiale, tout ça en fait, c'est tout ça. Donc, si tu veux,
tu le vois bien que les riches sont omnibulés sur le progrès technologique et la conquête spatiale. Jeff Bezos, Elon Musk, NSA, tout ça. Voilà. Et c'est pour ça que là, faut envoyer un max de pognon parce qu'on va avoir un max de réponses. Et ça, c'est quelque chose qui excite à peu près tout le monde. Donc, les déistes, les athées, tout ce que tu veux. En fait, c'est un espèce de consensus là-dessus. Et Zeno qui me dit encore, mais je ne vois pas comment l'IA pourra développer un cheminement de pensée supérieur à l'homme avec les mêmes infos à notre disposition. Ah, c'est parce que tu es encore dans le spectre où l'IA n'évolue pas, elle ne fait que copier. Parce qu'effectivement, pour le moment, l'IA ne crée pas, elle copie. Mais si elle devient suffisamment intelligente pour être en capacité de créer et plus seulement copier, bah là, ça remet en question beaucoup de choses, tu vois. Donc du coup, est-ce que les humains vont être de plus en plus teubés ? Non, c'est juste que comme les richesses, il va y avoir un écart entre les intelligents et les teubés, mais comme d'hab en fait, si tu veux, ça a toujours été le cas, tu vois. À l'époque, quand on n'avait même pas de quoi lire et écrire, bah, le savoir c'était un savoir oral, on se partageait la connaissance, donc bah, t'avais les privilégiés qui étaient dans les bons cercles qui avaient accès à la connaissance, et puis t'avais les autres qui étaient teubés, et puis au milieu t'avais les gens qui essaient de se rapprocher des gens intelligents pour devenir intelligents à leur tour, et puis les autres qui s'en préoccupaient pas. Et là, c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ce take de les connaissances n'ont plus aucune valeur. C'est complètement faux. C'est qu'en fait, pour le moment, chacun développe son biais. Chacun développe son biais. Il y en a qui pensent comme Duncan, et il a le droit, il n'y a pas de souci, que potentiellement l'IA, elle va arriver à un plateau et qu'elle va jamais créer, elle va le faire que copier. Voilà. Donc, pour lui, et c'est le cas de certains, et je le comprends, on parle même pas d'intelligence artificielle, on parle juste d'un nouveau progrès en informatique, mais c'est pas de la vraie intelligence parce que c'est pas calqué sur le fonctionnement d'un cerveau et ça son temps. Moi, je pense que ça va changer assez rapidement. Donc, voilà. Après, voilà, c'est des progrès technologiques. Avant, on a inventé l'écriture et la lecture de symboles, puis après, on a inventé le langage, l'écriture du langage, la lecture du langage. Ensuite, on a inventé l'encodage, donc on a commencé à encoder de l'information. Je pense à la machine de Turing, machine de Turing. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film Imitation Game, donc la machine électromécanique de Turing qui a permis de déchiffrer Enigma, donc le système de chiffrement du Troisième Reich qui permettait donc à l'Allemagne nazie de communiquer de façon chiffrée. Parce que pareil, hein, le chiffrement, c'est un truc qui existe déjà de l'époque romaine, peut-être même gréco-romaine. Désolé, je peux être plus précis sur ce sujet-là. Mais voilà, on a commencé à inventer leur chiffrement, le codage de l'information. Ensuite, on a inventé le transistor. Après, on a miniaturisé le transistor. Donc, on a commencé à faire circuler de l'information de plus en plus vite. Et grâce à cette... au début de l'informatique, on a commencé à faire des trucs de ouf. On a commencé à faire des télévisions, des téléphones, Internet, envoyer des fusées. Et en fait, quand tu prends du recul sur tout ça, tu te dis, mais en fait, c'est un truc de ouf. Et l'IA, enfin, les LLM, ce n'est que la suite logique de ça. Mais ça crée tellement de progrès et ça nous permet de comprendre tellement plus de choses en mathématiques. Donc voilà. Après l'IA, tu penses qu'on aura quel genre de révolution pour l'humanité, le transhumanisme ? Bah, le transhumanisme, ça fait partie des prochaines étapes, hein. Évidemment. Donc pour ceux qui connaissent pas le transhumanisme, c'est l'homme augmenté. C'est voilà l'homme augmenté, puisque pour le moment on est l'homme Homo Deus. En fait, on est l'homme conscient qui est conscient qu'il a une conscience. Voilà. Donc on en est là. C'est ce qui nous différencie de pas mal d'autres espèces, c'est que nous on est conscient de notre existence, on est conscient de l'existence des autres et on se sent obligé de penser à notre planète, à notre système solaire, à notre avenir en tant que civilisation, alors que tu prends pas mal d'animaux, bah eux en fait c'est juste bouffer, baiser et basta. Et en fait le transhumanisme,
Le transhumanisme, c'est l'étape d'après, c'est l'homme robot, l'homme augmenté, l'homme qui n'a plus Alzheimer, donc plus de problème de mémoire, qui a plus de problème de cœur, qui n'a plus de problème de vue, qui n'a plus de problème pour se déplacer, qui vit plus longtemps, qui est plus intelligent, qui fait plus de choses. C'est l'homme augmenté par les progrès technologiques. Et en fait, on est déjà dans un début de transhumanisme d'une certaine façon, d'une façon limitée. Tu vois, par exemple, moi, je me suis fait opérer des yeux. Voilà, on a utilisé un laser, on m'a coupé la cornée, on m'a réparé les yeux. Jacques Chirac, il avait une batterie pour faire fonctionner son cœur, et on y arrive petit à petit. Et en fait, tu vas toujours avoir des débats là-dessus, où les gens ils vont dire ah bah non, c'est pas naturel, moi je veux pas. Bah si on te dit là ta mère elle va mourir, ou alors on lui met un composant électronique, elle tient 20 ans de plus, ah ouais alors là c'est différent, ah bah là j'aime bien, voilà. Et je comprends, parce que c'est des choses qui nous chamboulent en fait, mais c'est dans cette direction qu'on va. Si on arrive à faire un humain qui arrive à visiter les espaces marins, les fonds marins, des humains qui arrivent à utiliser des jetpacks et à commencer à se déplacer dans les airs, et puis potentiellement se déplacer dans l'espace. Enfin, il va y avoir des trucs de fou en fait. Je sais pas si vous imaginez. Et le truc, c'est que pour créer ces machins, on a besoin de comprendre la science, on a besoin de comprendre le corps humain, on a besoin de comprendre tellement de choses. Et il y a des gens qui vont pas aimer ça, qui vont manifester contre ça, et il y a d'autres personnes puissantes qui vont tout faire pour protéger ça. Et c'est normal. Et c'est dans cette situation. C'est dans ça qu'on va, en fait. C'est dans ça qu'on va. On n'a pas eu les voitures volantes tout de suite, effectivement. On a eu Testi, Krusty, TikTok. Voilà, pour faire le React à dessous, bas du front. Mais plus sérieusement, on évolue dans cette direction-là. Et là, c'est évident qu'en fait, t'as des factions. Et que la faction, on va dire, Trump, Musk, Peter Thiel, etc., c'est transhumaniste, tu vois, c'est l'IA, c'est le pouvoir, c'est le capitalisme exacerbé, c'est le progrès, Et moi, bah, désolé si je vais en froisser certains, mais moi je suis plutôt ultra poussé dans le progrès technologique, parce que j'aime trop ça en fait. C'est quelque chose qui me fascine en fait. La connaissance, le progrès technologique, ça me fascine. Mais pour faire le bien, enfin ce que je considère faire le bien. Après, d'autres personnes vont considérer que c'est pas bien sur leur biais, et je l'accepte. On a eu ça de la douane aussi. C'est réel. Mais voilà, je me suis emporté un petit peu sur mon côté complot, transhumaniste, machin. Mais c'est dans cette direction qu'on va. T'imagines si l'augmentation artificielle de l'homme bloquerait son évolution biologique et nous pourrait d'une adaptation à Noël? Bah c'est possible, hein. C'est possible. Après, c'est un peu déjà le cas, tu vois, parce que maintenant, tu tombes malade, c'est médicaments. On va plus chasser, on consomme des fruits et des légumes qui sont hyper transformés, donc on est déjà là-dedans, tu vois. Donc ta texte, c'est que les multimilliardaires investissent la connaissance pour prouver l'existence de Dieu. Bah pour prouver l'existence de Dieu, mais pas que, l'existence ou la non-existence de Dieu, et le fait qu'il y ait potentiellement un monde ou plusieurs mondes, et puis la compréhension des 4 ou plus dimensions, parce qu'on a les dimensions, la 3D, puis il y a la dimension du temps. Est-ce que tu as un début et une fin? Est-ce que le temps c'est une boucle? Est-ce que le temps c'est plus compliqué que les deux trucs que je vous ai dit juste avant, donc la compréhension du temps? Est-ce qu'on peut traverser le temps? Est-ce qu'on peut compresser le temps? Est-ce qu'on peut maîtriser le temps? Vous voyez, il y a trop de trucs, et en fait quand tu t'intéresses à tout ça et que tu te poses des questions, tu te dis, mais en fait, les films, c'est rigolo, mais la réalité, c'est tellement mieux, parce que avec certains progrès technologiques, en fait, la réalité, elle est plus puissante que la fiction. Moi, j'aime trop ces sujets-là. Et si un jour, on se voit IRL, les gars, à une conférence crypto ou quoi, si j'ai une bière dans le nez et que vous me lancez sur des sujets-là, mais moi, je m'arrête pas. Je m'arrête pas, c'est un truc de fou. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler de DeepSeek DeepSpark. Alors, attendez. Alors, avant de parler de DeepSeek DeepSpark, j'aime bien la question de la pêche. Pour toi, il faudrait une IA avec combien de paramètres pour une IA plus intelligente que l'humain? Bah en fait, ça n'a pas d'importance, je pense, parce que
En fait, tu pourrais faire des IA spécialisées qui ont un nombre de paramètres limité pour des usages limités. Tu vois, par exemple, tu prends Windows, tu vois, tu as ton navigateur Chrome pour faire du web, tu as Discord pour communiquer, tu as les paramètres, tu as le terminal. Ok. Donc, tu as des logiciels pour des usages précis. Tu as le Notepad, c'est pour du texte. Tu as Skype, Discord, c'est pour communiquer. Putain, j'ai dit Skype. Bon, tu as des logiciels précis. Là, aujourd'hui, on est parti dans des IA avec plein de paramètres pour avoir des IA qui font tout. Mais potentiellement, ça serait peut-être plus intelligent d'avoir des IA spécialisées avec un nombre de paramètres spécialisés qu'on vient faire spawn quand on a besoin et qu'on arrête quand on n'a pas besoin. C'est un peu dans cette direction qu'on va d'ailleurs avec les mixtures of experts. Et, et du coup, là pour le moment on est en mode LLM. On a Yann Lequin et d'autres entreprises qui vont aussi sur ce qu'on appelle les world models, donc des modèles qui essaient d'anticiper l'information. Puis on va avoir d'autres IA plus tard avec d'autres façons de penser. Et en fait je pense qu'on va tellement créer de trucs qu'au lieu de parler de logiciels spécialisés, on va parler d'IA spécialisés en fonction de ce dont on a besoin et on va faire spawn les IA en fonction de nos besoins. Tout simplement. Et du coup, voilà, je voulais vous parler de DeepSeek Spark. DeepSeek Spark, en gros, c'est une nouvelle technologie de décodage spéculatif. Alors, le décodage spéculatif, c'est un bricolage très intelligent pour améliorer la vitesse d'un LLM. C'est-à-dire, voilà, sans décodage spéculatif, bon bah ton LLM, tu lui envoies un prompt et il t'envoie une réponse à une certaine vitesse, et avec du décodage spéculatif, tu peux accélérer drastiquement cette vitesse. Donc il y a différentes technologies de décodage spéculatif. On a déjà parlé ensemble de MTP, de DeepFlash, il y a aussi Eagle 3 qui est sorti, et donc eux, ils viennent de parler de DeepSpark, donc c'est du fait maison, qui reprend des idées d'Eagle apparemment et de DeepFlash. Et donc, pour faire très court, parce que là pour le moment c'est très abstrait, ça vous parle pas du tout et c'est normal, ça permet tout simplement à l'IA d'aller plus vite, sans effet négatif. C'est-à-dire que au lieu de cracher du 75 ou 100 tokens par seconde, potentiellement tu fais du 150 à 300 tokens par seconde. Donc ça marche sur les deux modèles DeepSeek V4, Flash et Pro. Ça marche sur les modèles Qwen, ça marche sur les modèles Gemma, et en toute logique, ça peut marcher sur GLM 5.2. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le décodage spéculatif, pour le moment, on a des technologies qui sont publiques, qui sont open source, des papiers de recherche, mais vous imaginez bien que Claude et OpenAI, ils ont des décodages spéculatifs faits maison pour accélérer la vitesse d'inférence. Et on va avoir d'autres nouvelles technologies comme ça. Donc pourquoi c'est trop stylé ? Parce qu'en fait, si on continue d'évoluer sur le principe du décodage spéculatif, potentiellement l'IA en local, elle va largement évoluer aussi. Je vous prends un exemple. On va aller chez ByteShape. Le premier humain immortel existe déjà, pas à ma connaissance. Hein. On va aller chez ByteShape. Donc ByteShape, ils font des travaux pour proposer des modèles open source qui sont plus rapides que la concurrence, d'accord ? Donc ils se comparent un peu à la concurrence, donc les modèles Onslaught, Bartowski pour ceux qui connaissent, hein, modèle Apex, etc. Et ils arrivent à proposer une vitesse d'inférence supérieure. Comment ? Tout simplement, ils ont développé un algorithme maison qu'ils n'ont pas publié. Cet algo s'appelle ShapeLearn, et en fait, c'est un algo maison qui leur permet de compresser intelligemment un modèle pour perdre le minimum de qualité, tout en réduisant un maximum le poids du modèle pour que ça tourne sur du matériel plus abordable. Ok ? C'est-à-dire, voilà, là par exemple, tu prends ce modèle-là, si tu veux qu'il soit intelligent, il va peser lourd. Si tu veux un modèle moins lourd, il va être forcément moins intelligent. Voilà. Et donc eux, ils essaient de trouver vraiment le réglage fin qui permet ça. Et donc là, vous voyez, on est sur un benchmark, par exemple, sur la RTX 4090, on arrive à taper du 220 tokens par seconde, ce qui est insane. C'est 5 fois plus rapide que Claude. Donc c'est vraiment très très rapide en réalité, grâce à différents travaux. Okay ? Sur une carte graphique plus performante comme la RTX 6000 Pro, on arrive même à monter à quasiment 300 tokens par seconde. Donc c'est énorme. Maintenant, là je vous montre les cartes graphiques. Donc c'est du matos qui coûte quand même assez cher, qui n'est pas forcément hyper abordable. Mais laissez-moi scroller un petit peu. Et là, on rentre dans quelque chose de très intéressant. Les processeurs.
Processeur Intel, processeur Ryzen. Donc ouais, votre Intel i7, Ryzen 9, PC fixe, PC portable. Ils arrivent avec des optimisations et des réglages fins à taper du 18 tokens par seconde. C'est-à-dire que ça va 2 fois moins vite que Claude. Donc c'est pas hyper rapide, mais ça marche. Vous me suivez? C'est-à-dire que là, avec les progrès actuels, on a des modèles corrects qui tournent sur un processeur beaucoup plus abordable avec de la RAM. Si on commence à inventer des technologies de décodage spéculatif où tu n'as que des effets positifs sur la vitesse sans effet négatif sur la qualité des réponses, potentiellement, on se fait plus chier. On n'achète même plus les cartes graphiques. On fait tourner ça sur notre iPhone. On fait tourner ça sur un Raspberry Pi à 50$. Et du coup, le business model des entreprises qui sont des supercalculateurs pour faire tourner de l'IA, et du coup, la valorisation d'NVIDIA dans tout ça, elle va où? Et la valorisation d'Intel et AMD, elle va où? Et c'est ça dont il faut parler. Vous voyez, c'est pour ça, on fait une émission, c'est la masterclass, normalement c'est la masterclass crypto, là c'est la masterclass IA. Ça fait réfléchir, comme on dit. C'est-à-dire que là, ça fait des mois, on nous envoie banger sur banger sur banger, on a juste à kiffer. Les modèles sont de plus en plus intelligents, ils sont de plus en plus rapides. Donc, tenez-vous au courant de ce qui se passe en IA. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Coin Academy si vous m'écoutez sur YouTube, à vous abonner à mon Twitch. Moi, je vais vous parler régulièrement d'IA. Ça peut bouger très vite et ça peut remettre en question beaucoup de choses. Donc évidemment, quand tu veux une IA beaucoup plus intelligente, tu as besoin de supercalculateurs pour entraîner et pour gérer l'inférence. Mais tu as plein d'entreprises potentiellement qui vont se dire « Je veux pas de ta NVIDIA, je veux pas ton ChatGPT, OpenAI, machin. J'ai un modèle local qui tourne sur mon iPhone, qui tourne sur mon PC portable, qui tourne sur mon PC fixe et ça me suffit. » Et ça remet en question beaucoup de choses. Voilà. Donc préparez-vous à l'avenir parce que ça va vraiment bouger très vite. Voilà, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Oui, bon, bah, je surfe un peu sur le truc, hein, des outflows chez Binance qui sont pas gigantesques pour le moment. On a 400 millions de dollars qui sont sortis en une semaine liés au fait que justement, bah, Mika, c'est finito. Donc j'en profite pour remettre le petit lien au KEX. Allez, je fais mon forceur. En fait, je vous le dis très clairement, là, t'as là les clients Binance qui cherchent des solutions, qui sont venus chez OKEX. Coin Academy, on a fait v'là les affiliés. Moi, en perso, j'ai fait v'là les affiliés. L'argument des frais les plus bas, il passe. Nous, on est payé par OKEX pour faire la pub. Donc, s'il y a bien un moment pour en faire la pub, c'est là. Donc, franchement, allez-y. Vous avez le lien en commentaire, épinglé. Vous avez le lien en description sur YouTube, dans toutes les vidéos. Vous avez le lien dans mon chat. Profitez-en. En plus, il y a des bonus en ce moment. Je reprends. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, alors... Ah, bah, super. Attendez. Oui. On va faire comme ça. Boum. Voilà, on a un moins 40% sur l'investisseur moyen dans les ETF IBIT de BlackRock sur Bitcoin. Donc on commence à essuyer des pertes pour ceux qui ont acheté le top et qui ont revendu parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la pression. Donc c'est rigolo. Je trouve que c'est un signal qui est plutôt positif parce que s'il y a des perdants, bah, ça commence à creuser un semblant de bottom, je l'espère, sur les cryptos. De son côté, on a SharpLink qui est une des plus grosses DAT, donc vous savez, trésorerie en Ether qui réaccumule des Ethers. Ils ont acheté 5000 Ethers pour 8 millions de dollars. Donc ça, c'est plutôt un signal positif aussi. Ce qui m'a choqué aussi, c'est que là, la valorisation de Micron, donc pour la RAM, hein, le stockage chaud, et SKNX, on est quasiment au niveau de Meta et de Tesla. On est à 1300 milliards de dollars de capitalisation. C'est énorme. Hein. C'est absolument énorme. Donc pareil, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça va continuer? La question se pose. Il y aura toujours de la demande pour la mémoire chaude parce que les top entreprises, elles vont avoir besoin d'avoir le top du top. Donc voilà. En plus de ça, il y a très probablement une entente de marché pour ne pas tirer les prix vers le bas. Et personne va avoir envie de rentrer sur le marché et de casser les prix à outrance parce qu'en fait, il y a trop de fric à se faire. Donc oui, il peut y avoir une décélération de l'augmentation des prix, une stagnation de l'augmentation des prix. Si vous tapez DDR5 Price Chart, Micro, c'est la plus grosse montée jamais vue. Ouais, c'est avec Sandy, c'est énorme. Voilà, vous pouvez voir que la RAM DDR4, elle a dégonflé un petit peu en valorisation. Attendez, je me mets comme ceci.
voilà. Bon, la RAM DDR4 commence gentiment à baisser de prix. Ah oui, mais si je remets le chat devant, je suis vraiment con. Voilà. La DDR4 baisse un petit peu de prix. Léger. Ok. La DDR5, il faut bien zoomer. Hein. On a eu une mini baissée. Mais à mon avis, ça va pas baisser. Et ça va pas baisser pourquoi ? À cause de ce que je vous ai montré juste avant, à court terme. En fait, toutes les entreprises de VPS, donc les OVH, les Hetzner, les Cantabo, tout ce que tu veux, là, ils ont v'là les clients. Parce qu'en fait, tout le monde se met à avoir des agents IA, branchés à Telegram, à OpenCode et compagnie. Donc, la demande a explosé, grand bien leur face. Du coup, les vendeurs de mémoire shot, de RAM, de SSD, de cartes graphiques, tout ça, leur disent bah on va pas baisser les prix en fait. Là, on se fait trop de fric. Donc, pourquoi on tirerait les prix vers le bas ? Il y a trop de fric à se faire, surtout qu'ils ont déjà fait l'erreur par le passé et ils se retrouvent avec des invendus sur les bras, ils se sont mangés une crise derrière. Donc, à part une explosion de bulles, parce qu'il y a absolument une entreprise qui a envie de faire éclater la bulle, il n'y a pas de raison que ça baisse et je pense que ça va pas baisser, les gars. Ça va stagner. Mais je suis désolé, hein, le discours est pessimiste. Hein. Si vous aviez envie de vous faire un PC, je pense que là, il va falloir vous mettre dans le crâne que la RAM ne baissera pas. Peut-être en 2029, mais là, ça baissera pas. Il n'y a aucune raison que ça baisse. Peut-être que ça vieillira mal, hein, ce que je vous dis, mais franchement, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Parce que si tu ne fais pas tourner sur la carte graphique, tu fais tourner sur le processeur, mais tu as quand même besoin de mémoire RAM. On peut compresser des modèles dans une certaine mesure, mais il va y avoir de la demande. Il va y avoir de la demande. Ça débloque trop de trucs. Ça demande trop de trucs. Donc, voilà. Les SSD pas chers, cartes graphiques pas chères, PlayStation pas cher, Xbox pas cher, Steam Deck, tout ça, c'est finito, les gars. On remet les prix à l'équilibre, en fait. Les gens veulent avoir de l'IA, ils ont besoin de consommer, ils ont besoin de changer l'ordinateur, de changer leur parc informatique, de changer leur téléphone. On va avoir besoin de toute cette puissance. Et en plus de ça, rien n'est optimisé dans le sens du... En fait, le code n'est pas optimisé, il n'y a rien qui est fait pour utiliser du C ou des langages très 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 bas niveau pour optimiser. Donc la demande va exploser. Cherchez pas. C'est comme ça, c'est tout. Donc si vous aviez fait vos emplettes avant, bah bravo à vous. Voilà. Vous avez... peut-être que vous avez perdu de l'argent en crypto, mais la valeur de votre PC, de votre MacBook, de votre matos a augmenté parce que ça va se raréfier. Parce que le marché n'a pas envie de baisser les prix. C'est pas le moment. S'il y a une volonté, on va dire, entre les gouvernements, pourquoi pas, mais aucun intérêt. Là, la Corée du Sud se gave, les Américains se gavent, les Chinois se gavent. Bon, bah nous, l'Europe, on regarde. Il n'y a rien à bouffer pour nous, sauf pour ASML. Hein. ASML, ça becte. Hein. Faut quand même le dire, ASML, ça becte. Alors après, je dis ça, tu as quand même des entreprises de semi-conducteurs, notamment françaises, qui ont fait des belles perfs récemment. Mais à comparer des géants, c'est pas énorme. Mais ouais, ASML, regardez la charte d'ASML. Entreprise spécialisée dans la lithographie. Regardez la charte d'ASML, comment elle est belle. Belle boîte européenne, ASML. Ouais, j'ai parlé d'Hyperliquid. Ah oui, et puis j'ai zappé la news. Effectivement, j'ai failli zapper le plus important. Hyperliquid, donc ça c'est un rapport de Multicoin. Il faut savoir que Salami... Non, je suis un fils... J'aurais pas dire Salami. Comment il s'appelle déjà le cofondateur de Multicoin? Bon, il s'est barré, voilà. Le cofondateur de Multicoin s'est barré. C'est quelqu'un qui a bet très fort sur Solana, qui a beaucoup fait sur Hyperliquid. Mais en fait, les gens qui sont restés sur Multicoin, ils sont obligés de dire les termes, en fait. Hyperliquid is king. Et attendez, je vais vous le mettre en vrai français. Et en fait, ils ont dit, nous, depuis février, on accumule la mort d'Hyperliquid. Et on pense qu'Hyperliquid a encore énormément à offrir avec les HIP3, avec les HIP4, donc les marchés de prédiction, la TradFi, plus évidemment les cryptos. Et donc eux, ils pensent que à horizon 2028, il n'est pas déconnant que Hyperliquid puisse monter à $319 l'unité. Parce que pour eux, mais c'est ce que dit Picsou, hein. Donc c'est voir vraiment la big picture et se dire voilà qu'Hyperliquid ça dépasse la crypto. Voilà, si Hyperliquid
Pardon, j'ai trop descendu. Hyperliquid qui actuellement a 59 milliards de FDV et 14 milliards de market cap. Si ça vient s'aligner au market cap, par exemple, d'un BNB, ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller très très vite. Hein. Tu fais x5. Là, on est à $60 l'unité. x5, $300. C'est pas vite. Ça va mettre du temps. Il va falloir éviter les scandales. Il va falloir toucher des nouveaux marchés. Il va falloir continuer de faire des revenus, d'avoir des revenus croissants, parce que pour le moment, les revenus sont stagnants. Et ça, c'est une réalité. Pour le moment, les revenus n'augmentent pas. On a des inflows sur les ETF. C'est vrai. Pardon. On a des inflows sur les ETF. Voilà. Hyperliquid. Qui sont un peu calmos en ce moment. Même si on a eu quand même un petit 108 là. Mais voilà, les revenus n'augmentent pas crescendo et il faudrait que ça augmente. Il faudrait qu'il y ait des nouveaux marchés, qu'il y ait des nouveaux usages, d'être rassuré sur la partie réglementaire aussi. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent permettre à Hyperliquid d'aller plus haut, mais il n'y a pas de raison qu'Hyperliquid n'aille potentiellement. Sauf si à ce moment-là, c'est bon, on a plafonné sur le marché crypto, tout était survalorisé à part le Bitcoin, et à ce moment-là, ça remet en question la thèse, évidemment. Voilà, on a eu quelques leaks, on a potentiellement Claude Sonnet 5 qui pourrait arriver sous peu, avec potentiellement la gestion de 2 millions de tokens de contexte, donc pour les énormes Codebase, c'est exceptionnel. Pas plus d'infos que ça. Voilà, et puis je pense qu'on est pas mal du tout. Si, on a Grok 4.5 qui devrait arriver sous peu aussi. Pour le moment, il est disponible aux employés de SpaceX et de Tesla. Donc c'est une amélioration de Grok. On passe à 1,5 milliard de paramètres. Il faut savoir que Grok 4.3, on est à 500 milliards, donc on fait x3 sur les paramètres. Donc on a plus de paramètres que Claude Sonnet, potentiellement plus de paramètres que GLM 5.2, que DeepSeek et compagnie. Et avec de l'enrichissement pour le code, notamment avec des données de cursor, comme c'est dit ici, with cursor data added in supplemental training. Donc ça devrait arriver bientôt et ça devrait être trop stylé. Parce que déjà, petit à petit, l'ami Musk y régale avec Grokbill, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui est un peu l'équivalent de Cloud Code, Codex, OpenCode dans son terminal. On peut l'utiliser avec le modèle Composer 2.5 de Cursor. On peut l'utiliser avec Grok 4.3 et on espère voir Grok 4.5 bientôt et ça va commencer à devenir très sympa. Surtout qu'au-delà du fait que le modèle devrait être bien meilleur, visiblement le harness Grok Build est vraiment pas mal. Il y a pas mal. J'ai vu beaucoup de gens le kiffer, donc ça va faire un nouveau concurrent à OpenAI et compagnie. Et en plus de ça, eux ils sont contents parce que s'ils améliorent leur modèle, ça profite à SpaceX. SpaceX qui va être spécialisé dans l'envoi de fusées, l'exploration spatiale, la mise en orbite aussi de projets annexes comme les Starlink, comme les projets de Google, etc. Donc ça peut être vraiment stylé. Pi, Dev, OpenCode, All. Ok, j'ai pas testé Pi, j'ai testé OhmyPi, mais c'est tout. Voilà, on a New Research, l'entreprise derrière Harness Agent qui a mis en ligne Mixture of Agent, qui est en fait un petit peu l'équivalent de ce qui est sorti récemment sur OpenRouter, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une espèce de routeur multi-agent qui va confier des tâches en fonction des agences, qui va permettre de prendre le meilleur de GPT, le meilleur de Claude, et donc d'avoir un résultat du coup meilleur, puisque on prend le meilleur des deux mondes. Je ne l'ai pas testé encore, mais c'est stylé, voilà, ça s'appelle Mixture of Agent. Voilà, du côté IA, et on va terminer là-dessus, on a également ce post d'OpenRouter qui met en comparaison 4 modèles open weight et open source. Donc Minimax, GLM, DeepSeek et Nemotron de NVIDIA. Bon, Nemotron, en vrai, c'était histoire de dire, mais ça ne nous intéresse pas. Minimax, c'est un peu meilleur que DeepSeek et low cost. DeepSeek, c'est vraiment si vous voulez avoir du token pas cher, qui va vite, parce que le but de DeepSeek, c'est de vous proposer du token pas cher. Quel est leur intérêt ? Tout simplement, les gens ils vont utiliser DeepSeek pour des tâches automatisées, quand tu as besoin de scraper des informations, quand tu as besoin de faire des loops, quand tu as besoin d'automatiser des tâches, ou tu n'as pas besoin d'un code d'une qualité exceptionnelle, et que tu considères que DeepSeek V4 Flash a des réponses suffisantes, DeepSeek, c'est le meilleur. Ensuite, côté open source, vous en avez entendu beaucoup parler, c'est GLM 5.2, qui est beaucoup plus intelligent que les autres, mais qui coûte plus cher, et potentiellement les prix vont baisser crescendo. Surtout avec ce qu'on a vu là, D-Flash et compagnie, et les autres
les autres produits de décodage spéculatif. Également, je ne sais pas si je l'ai noté, si je ne l'ai pas noté, je vais quand même vous le dire. Non, je ne l'ai pas noté. Il faut savoir qu'apparemment, dans les cartons, ZDI, donc ceux qui sont à l'origine de GLM, auraient déjà un modèle du niveau de Cloud Mythos en interne. Donc forcément, ils ont toujours le modèle avant nous. Donc là, il est prêt. Ensuite, il faut le corriger. Il faut corriger des bugs. Il faut le rendre un peu plus éthique pour éviter qu'ils répondent des trucs de fou, qu'ils fassent des trucs de fou comme pirater, etc. Mais voilà, hein, les Chinois sont en train de catch-up avec les Américains. Donc ça va remettre en question beaucoup de choses parce que GLM, ils baissent les prix à outrance. Et que s'ils nous mettent un Cloud Mythos, mais au prix de GLM, imaginez le délire. Parce que là, attendez, j'ai pas regardé, mais Cloud Fable, je sais pas si c'est encore listé, Fable. Si c'est listé, voilà, regardez. Prix au million de tokens en entrée, $10. Prix au million de tokens en sortie, $50. Ok, 10 et 50. Imaginez si au lieu de 10 et 50, on a un demi-dollar et 3. Bah, on divise par 20, quoi. Donc du coup, bah, si tu peux avoir quasiment Mythos en 20 fois moins cher, la question est vite répondue. Quid du business model de Cloud. Donc on verra. Je vous dis pas c'est fini pour OpenAI Cloud, c'est pas ce que je vous dis. Hein. Je dis juste que là, pour le moment, tu as le gouvernement américain qui bloque la sortie des modèles pour décélérer un peu le progrès, mais ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Et est-ce que Claude et GPT vont être capables de proposer des modèles encore plus puissants qui vont débloquer des usages tellement meilleurs que on va pas aller chez les Chinois, on va absolument rester sur Claude et ChatGPT? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, pour le moment, je ne suis pas capable de passer totalement au chinois. Je reste sur Claude et ChatGPT. Peut-être que ça changera dans les prochains mois. Voilà. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette émission, les gars. J'ai beaucoup parlé d'IA. Désolé si ça vous saoule un peu sur la partie IA. C'est qu'en fait, c'est très pauvre sur la partie crypto. N'hésitez pas à vous abonner à Coin Academy. On va vous envoyer un concours très prochainement. D'ailleurs, les bonus de dépôt. Ah merde, non. Les bonus de dépôt qui viennent de se terminer. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous créer un compte OKEx. Je vous laisse une dernière fois le lien dans le chat, dans la description, commentaire épinglé pour ceux qui m'écouteront sur YouTube. Voilà, comme à chaque fois, je le rappelle, moi je suis en live sur Twitch. Vous avez les émissions sur la chaîne de Coin Academy. On va également avoir une émission avec Picsou et Chris d'OKEx mercredi en live et probablement la rediff jeudi ou vendredi sur la chaîne. On va également avoir du contenu avec Alira, donc Coin Academy, Alira qui est une école en ligne pour des formations sur l'IA, sur la crypto, sur le marketing. Moi, personnellement, je suis une formation sur le développement Solidity. C'est top. Franchement, c'est top d'avoir des ressources en français. Donc, on bosse avec eux. Donc, je vais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien aussi si vous voulez regarder. Et voilà pour le teasing. Désolé si Picsou n'est pas là. J'en ai pas parlé dans le début d'émission. Mais en fait, encore une fois, il est toujours à l'étranger. Il a toujours le décalage horaire. C'est un peu le bordel. Donc, dès qu'il va rentrer en Europe ou qu'il sera potentiellement à Dubaï avec moi, les horaires seront plus intéressants. Donc là, il vous fera coucou. C'est juste que là, c'est trop le bordel. C'est pour faire les émissions à moitié KO. En plus, avec le marché qui est un peu naze, il n'a pas envie de se forcer. Je ne demande pas de se forcer. Moi, je kiffe faire les émissions pour vous parler d'IA. Donc, c'est toujours un plaisir. Voilà. C'était Capet pour Coin Academy. Merci pour tout. Je vous dis à très vite.